Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pie X, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, nous voyons un nouveau chapitre de la lutte contre le modernisme, c'est-à-dire l'attitude ici de Saint Pie X face à l'activité du Sodalitium Pianum de Monseigneur Umberto Benigni, à ne pas confondre avec Monseigneur Bunini. Alors, parmi les difficultés soulevées contre Pie X dans le procès de canonisation, il y a celle qui est liée à l'activité, plutôt dénigrée et critiquée par beaucoup, l'activité du Sodalitium Pianum, qui avait été fondée et dirigée par Monseigneur Umberto Benigni. Et dans le procès de canonisation, ce ne fut pas la moindre des difficultés. Les jugements peu favorables, souvent contraires, sur l'activité de ce Sodalitium et de son directeur retombent aussi sur Saint Pie X, qui se serait montré, pour le moins, trop passif face à une action peu claire et même, comme on l'a dit, secrète et superposée à la hiérarchie elle-même, laquelle hiérarchie n'aurait pas été épargnée par le zèle furieux du Sodalitium Pianum, ou du moins de ceux qui étaient sous l'influence de Monseigneur Benigni. Ces jugements ont par la suite malheureusement pénétré dans la littérature historique du pontificat de Pie X. Il n'est donc pas étonnant que les véritables modernistes et ceux qui étaient de tendance moderniste parlent d'un ton hargneux contre ce qu'ils appellent la charbonnerie noire ou contre la maçonnerie organisée par Benigni. Mais lorsque des auteurs de bonne renommée abordent le sujet et citent quantité de sources pour conclure par des jugements moins favorables, y compris envers Pie X, on en retire une impression de gêne. Alors, on ne peut pas nier qu'existait et qu'ait pris racine dans le public cultivé l'accusation que Pie X avait permis et même approuvé l'activité obscure d'un véritable espionnage. Espionnage ourdi par Monseigneur Benigni et mis en œuvre par l'intermédiaire du Sodalitium Pianum, à caractère secret avec des centres d'information un peu partout. Cet organisme aurait même surveillé la hiérarchie, sans épargner les cardinaux, est en cause, dit-on, de mesures de la part du Saint-Siège parfois injustes et imméritées. Alors, si ces accusations étaient certifiées, elles constitueraient certainement encore une difficulté contre la cause du serviteur de Dieu. D'où la demande des Nove Animadversiones, qu'on avait vu tout au début, que toute la question du Sodalitium Pianum de Monseigneur Benigni soit éclairée, et que soit surtout éclairée l'attitude personnelle de Saint Pie X dans les rapports avec cette organisation. Alors, les archives de la Sacrée Congrégation consistoriale ont une riche documentation sur le sujet. Mais aujourd'hui,
nous nous limiterons à la vie, l'activité de Monseigneur Benini. La prochaine fois, nous aborderons la question du Sodalitium Pianum et de ses activités. Donc, qui est Monseigneur Umberto Benini, né en 1862, mort en 1934? Alors, Benini fut un homme certainement d'une grande intelligence, d'une très vaste culture, surtout dans le domaine des sciences historiques et sociologiques. Il avait un tempérament vif et même un tempérament de feu. Intuitif, tenace dans ses résolutions, il eut des dons particuliers d'organisateur. Il avait de nombreuses relations internationales, il connaissait beaucoup de langues et il fut un travailleur infatigable. Il ne réussit cependant pas, et ne s'en préoccupa point, à se faire une vie tranquille. Il mourut pauvre. Alors, âpre à la critique, pas toujours objectif et serein, il se fit donc des ennemis de tous les côtés. Alors, Umberto Benini naquit à Pérouse le 30 mars 1862. Gioacchino Pecci, le futur Léon XIII, y était alors archevêque. Et lorsque Pecci fut élu pape, Léon XIII, Benini était séminariste. Le 20 décembre 1884, à l'âge de 22 ans, il fut ordonné prêtre et peu après promu secrétaire de l'archevêque. De 1887 à 1893, il dirigea, comme il le dit lui-même, un petit journal local. En 1892, il fonda, toujours à Pérouse, un hebdomadaire, la Rassegna Sociale, orienté vers les questions socialo-chrétiennes, qui, après l'encyclique de Léon XIII, Rerum Novarum, suscitait beaucoup d'intérêt dans le domaine social. Alors cette jeune activité journalistique le mit tout de suite en avant, si bien qu'en 1893, il fut appelé à Gênes pour entrer dans la rédaction de l'Eco d'Italia. Il s'y rendit, sans pour autant abandonner sa Rassegna Sociale, à laquelle il donna même une nouvelle forme, puisque de périodique hebdomadaire, le journal devint une sorte de revue scientifique mensuelle avec le titre Bibliotheca Periodica. Cependant, le périodique, ainsi transformé, dura à peine un an. Et la raison fut le transfert de Benini de Gênes à Rome, qui aurait été fait, dit-on, à la demande de Léon XIII. Donc à Rome, son activité spécifique va s'orienter vers les études historiques, dans le sens le plus vaste du mot. Pendant un certain temps, il va être chargé de la Bibliothèque Vaticane et il va aller cependant, pendant plusieurs années, à Berlin. Pourquoi? Pour se perfectionner dans les études historiques et pour connaître la situation sociale de l'Allemagne. Et il publia pendant ces années-là certaines de ses études, notamment les miscellanées d'histoire ecclésiastique. Miscellanée, ça veut dire un recueil, en 4 volumes, puis un ouvrage plutôt sérieux qui était une splendide réfutation, basée sur des documents, de la présentation tendancieuse et malfaisante que le docteur No
dans sa grande étude, avait fait de la politique agraire des papes et de la curie papale. La Civiltà Cattolica en fit une magnifique recension. Et puis, toujours à Berlin, le jeune étudiant publia en 1900 la deuxième édition de ses prolégomènes d'histoire ecclésiastique. Et puis, riche d'expérience, de connaissances, Benini revint à Rome au début du siècle et il entra à la rédaction du journal papal La Voce della Verità. Alors Léon XIII, d'après ce qu'on raconte, aimait lire les entrefilets de Benini, toujours subtils et assez frais. Et dans ces mêmes années, Benini fut nommé professeur d'histoire ecclésiastique à l'Apollinaire, puis aussi au collège de l'Urbanorum de la propagation de la foi, au séminaire du Vatican, et finalement à l'Académie des nobles ecclésiastiques en 1911. En 1902, il publie un répertoire d'histoire ecclésiastique et commence la publication d'une revue miscellanée d'histoire ecclésiastique. Il reçut une haute approbation de son activité professionnelle le 28 novembre 1902 avec sa nomination de membre de la commission historico-liturgique instituée par Léon XIII au sein de la Sacrée Congrégation des Rites, dans laquelle il devint le collègue d'hommes comme Duchesne, Wilper, Herle et Mercati. Entre-temps, Léon XIII meurt, et finalement, dans les premières années du pontificat de Pie X, va éclater violemment la crise moderniste, depuis déjà longtemps latente. Benini, qui suivait déjà le mouvement, et le mouvement politico-socialo-religieux, va élargir, en mai 1904, il va élargir le champ de sa revue en changeant le titre. Miscellanée d'histoire ecclésiastique et de théologie positive. Le 29 novembre de cette année 1904, il est nommé minutante de la Sacrée Congrégation de la foi. Et suite à cela, il se fait incardiner, c'est-à-dire qu'il va appartenir à un autre diocèse, il se fait incardiner dans le diocèse de Rome en 1905 et il élargit encore le champ d'action de sa revue qui, au mois de janvier 1905, va devenir miscellanée d'histoire et de culture ecclésiastique. Et puis il trouve le temps de publier une propédeutique d'histoire ecclésiastique. Finalement, le 24 juin 1906, le professeur Benini est nommé sous-secrétaire aux affaires ecclésiastiques extraordinaires. Et il entre donc ainsi à la secrétairerie d'État. Le secrétaire était alors Monseigneur Pietro Gaspari, et ce fut lui qui proposa Monseigneur Benini pour remplacer Monseigneur Aversa, qui avait été nommé délégué apostolique à Cuba et Porto Rico. Alors bien vite, le 28 août 1906, Benini fut nommé prélat domestique et fut transféré au Vatican. Et il resta dans cette charge jusqu'en 1911. Et ce fut là certainement la période la plus importante de sa vie. Il s'occupait en particulier du service de presse, qui est une tâche à laquelle il était bien sûr préparé par la connaissance, sa grande connaissance des langues étrangères, et puis par ses multiples relations personnelles avec des journalistes de valeur.
D'autre part, sa position, évidemment, va lui conférer un nouveau prestige en lui offrant, en outre, la possibilité d'élargir le rayon de son activité, comme si il était inactif. Mais non. Alors, on ne peut pas douter de l'attachement sincère de Monseigneur Benigni à l'Église et au pape. Il avait l'intention de se mettre lui-même, ainsi que ses multiples qualités intellectuelles et ses vastes expériences, surtout dans le domaine historico-culturel et sociologique, il avait l'intention de se mettre au service de l'Église. Et il faut insister sur ce point-là, parce qu'il faut insister contre les jugements malveillants qui prétendent qu'il aurait été un représentant de la maçonnerie elle-même. C'est une assertion d'ailleurs qui a été contredite de façon explicite par tous ceux qui l'ont connu de près et par son activité même contre le modernisme. Monseigneur Benigni s'était intéressé depuis de très nombreuses années à plusieurs mouvements sociaux, surtout en Italie et en Allemagne. Le socialisme était alors en continuel progrès un peu partout, et on travaillait, même parmi les catholiques, pour reporter dans la vie économique et sociale, selon les directives providentielles de Léon XIII, la force de la foi qui régénère et qui guérit. Et tout ceci comme un obstacle au socialisme. Alors Benigni s'était rendu compte combien et comment ces mouvements sociaux étaient liés à la politique et aux partis politiques. Il était donc bien en mesure d'évaluer les dangers qui pouvaient découler d'une conception politico-sociale plus ou moins détachée de la morale catholique, alors que pour lui, même la politique sociale, comme toutes les activités profanes de l'homme, devait être soumise aux directives de l'Église catholique. Monseigneur Benigni était donc depuis longtemps sur ses gardes face à la diffusion de plusieurs théories libérales et de tendances libérales très imprécises, toujours ouvertes aux ententes, aux compromis, et tout ceci aux dépens de l'intégrité de la doctrine et de la vie catholique. Alors toutes ces théories, tous ces mouvements furent ensuite regroupés sous le dénominateur général de modernisme, qui, de fait, ne fut pas seulement une doctrine ou une tendance purement théologique, mais comprenait aussi un vaste mouvement social, politique, littéraire, culturel, qui tendait à moderniser, entre guillemets, la vie et l'activité catholique dans toutes ses manifestations. Donc c'était une doctrine, mais aussi une praxis. Et c'est avec cette juste aversion contre les tendances modernistes dans le sens le plus large que Monseigneur Benigni entrait précisément dans les vues de Saint-Pédis. Alors, Saint-Pédis, le 4 juillet 1907, publie le décret Lamentabili, que nous avions déjà étudié il y a assez longtemps, avec ce syllabus qui renferme 65 thèses modernistes, auxquelles fait suite la grande encyclique contre le modernisme, Pascendi Dominici Gregis, du 8 septembre. Document de la plus haute importance sur le modernisme, qui, en plus d'un vaste exposé doctrinal des erreurs du modernisme, comprenait aussi des directives pratiques pour vaincre efficacement ce modernisme. Donc la grande lutte ouverte contre le modernisme était engagée. Et comme on put s'en apercevoir bien vite, la victoire de l'Église ne pouvait faire défaut.
Il Giornale d'Italia rapporta alors l'information selon laquelle la dite encyclique avait été élaborée par Monseigneur Benini, qui y aurait travaillé pendant une année entière. Pourtant, ceci n'est pas du tout prouvé. Même Loisy, un des pontes du modernisme, et qui en général était très bien informé par l'intermédiaire de ses amis romains infiltrés, il attribue à Benini une participation à la rédaction de l'encyclique Pascendi. Selon Loisy, la paternité de la partie doctrinale de l'encyclique, je cite, a été attribuée principalement au père Billot, qui sera plus tard cardinal, jésuite, assisté de Monseigneur Benini. Il semble que dans la partie disciplinaire, par laquelle est réglée la chasse aux modernistes, le pape est opéré de lui-même. Ce sont les propos de Loisy. Et Loisy dit encore, si Monseigneur Benini a composé ce réquisitoire, on doit lui reconnaître une certaine habileté d'avocat. Mais il n'a démontré au fond qu'une chose, l'incompatibilité de toute interprétation sincère des résultats critiques avec l'épistémologie scolastique. Rappelons-nous que l'encyclique avait la forme d'un pamphlet assez vivant, et n'oublions pas que Monseigneur Benini savait fort bien soigner la presse. Donc, apparaît, par contre, plus vraisemblable, l'information selon laquelle Monseigneur Benini aurait préparé efficacement le terrain pour les documents pontificaux concernant le modernisme, avec une préparation avisée de la presse catholique mondiale. Le fait est que Monseigneur Benini, le 23 mai 1907, commença l'hebdomadaire Corrispondenza Romana, alors qu'avec le numéro de juillet-août de la même année, il annonçait la fin de la Miscellanea d'Historia Ecclesiastica, à cause, comme il déclare dans son congé, à cause d'occupations absorbantes, et pour pouvoir s'appliquer à sa monumentale histoire sociale de l'Église, dont le premier volume vit le jour justement en 1907. L'œuvre demeura d'ailleurs incomplète, puisque le dernier volume sortit en 1933. Alors, la Corrispondenza Romana, que lançait alors Monseigneur Benini pour appuyer la campagne antimoderniste, annonça le 7 juillet un grand complot de catholiques allemands et anglais formés en société secrète qui voulaient moderniser l'Église. Et la Corrispondenza Romana contenait des nouvelles qui étaient recueillies dans le monde entier par l'intermédiaire de plusieurs correspondants et amis de Benini pour suivre de près les mouvements idéologiques, politiques et sociaux qui pouvaient intéresser l'Église et son activité culturelle. Donc ici débute ce qui devait être ensuite le Sodalitium Pianum. L'année 1907 se termina avec l'allocution célèbre de Pie X au Sacré Collège du 16 décembre 1907, dans laquelle le pape parle avec une grande insistance contre le grave mal du modernisme et ses divers moyens, ses différentes formes, même cachées, de pénétration et d'infiltration. Et à la fin de cette allocution, le pape va élever certains personnages illustres à la pourpre sacrée, parmi lesquels se trouve aussi le secrétaire aux affaires extraordinaires, Monseigneur Pietro Gaspari.
supérieur immédiat de Benini, et fut appelé à la place de Monseigneur Gaspari, le 18 mars 1908, Monseigneur Raffaello Scapinellino de Leghigno. Alors, au début de l'année 1908, l'Osservatore Romano du 10 novembre oui, c'est ça. Au début de l'année 1908, l'Osservatore Romano du 10 ou 11 janvier de cette année-là publia un article important fournissant des documents sur la tactique générale et les divers déguisements du modernisme pour s'insinuer insidieusement dans les rangs catholiques. Tactique qui semblait indiquer une sorte de conspiration commune de ses adeptes. À la fin d'octobre, il y eut la fameuse dénonciation des modernistes romains faite par le père Gustavo Verdesi dans les mains du père Bricarelli de la Civiltà Cattolica, dénonciation qui devait avoir par la suite de lourdes conséquences. À peu près à la même époque, il y eut les débuts du Sodalitium Pianum en tant qu'organisation, et le père Verdesi en fut le premier secrétaire. Ensuite, en 1909, début 1909, la Corrispondenza Romana change son titre en Correspondance de Rome pour en faciliter la diffusion. C'est à peu près à ce moment que Monseigneur Benini quitte alors son logement au Vatican pour se transférer dans une maison située sur le cours Umberto I, dite maison qui sera dite ensuite maison Saint-Pierre, où il va installer le siège central du Sodalitium Pianum, sa secrétairerie et la rédaction de la correspondance. Alors, on ne sait pas quelle a été la raison de ce changement d'habitation de Monseigneur Benini, alors qu'il continuait à être sous-secrétaire aux affaires ecclésiastiques. Mais on suppose que, dans un souci de plus grande discrétion, il valait mieux qu'il quitte le Vatican, ce qui peut se comprendre. Peut-être aussi pour être plus libre dans son activité particulière, qui devenait toujours plus vaste. De toute façon, il faut noter que le Sodalitium Pianum n'eut jamais son siège au Vatican. Une autre raison qui peut en donner l'explication, c'est qu'il voulait justement éviter que toute son action éclabousse, si vous voulez, la personne de Saint Pidis. Même si Saint Pidis soutenait évidemment Monseigneur Benini. On était alors au beau milieu d'une lutte épique contre le modernisme et contre ses manifestations multiformes. En 1908, le 7 mars, un de ses importants promoteurs, Alfred Loisy, fut frappé par l'excommunication majeure. Et aux étudiants orgueilleux et rationalistes, Pidis, dans son exhortation au clergé catholique du 4 août 1908, une exhortation pleine de tristesse, il opposa le type du vrai prêtre catholique à la piété ferme et à la saine doctrine. Donc il opposa à ses étudiants orgueilleux et rationalistes celle du vrai prêtre catholique. Contre l'interprétation rationaliste et libérale effrénée des Saintes Écritures, le pape va instituer un institut biblique spécial en 1909. Et puis, dans les encycliques écrites à l'occasion du centenaire de Saint Anselme en 1909 et de Saint Charles Borromée en 1910, il va insister de nouveau fortement
sur les équivoques dangereuses des modernistes et des modernisants, entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui ont des tendances modernistes, sans s'occuper aucunement des cris violents de ses adversaires, qui se servirent certaines fois des gouvernements pour mettre en scène leurs protestations contre Rome. L'Osservatore Romano, du 23 mars 1910, reparla avec clarté contre la sournoise propagande moderniste qui continuait à se glisser sous différentes formes et de différentes manières. Finalement, Pidis, d'une main forte et décidée, vint déraciner énergiquement toutes les velléités modernistes avec son fameux motu proprio du 1er novembre 1910, Sacrorum Antistitum, par lequel il impose au clergé catholique du monde entier un serment antimoderniste, ajoutant d'autres mesures énergiques pour empêcher une fois pour toutes une renaissance de la vénéneuse secte. Quelques résistances locales, comme en Allemagne, n'empêchent pas le succès triomphal. La guerre contre le modernisme était gagnée. Tout ce laps de temps était aussi la période la plus féconde, la plus sereine du Sodalitium Pianum et de ses différentes activités collatérales. Et Monseigneur Benini, connu en tant que défenseur et soutien de la politique de Pidis contre le modernisme, dans toutes ses différentes manifestations, était devenu, comme c'était à prévoir, la cible de haine et de rancune. Rancune et haine de la part de tous ceux qui se sentirent découverts et suspectés, par lui-même et par ses organismes. Mais Benini avait aussi des adversaires dans le domaine de la grande politique. Ainsi, Aristide Briand, pas si brillant que ça, plusieurs fois ministre en France depuis 1906, et à partir de 1909, président du Conseil des ministres français, fut un de ses grands adversaires, sachant très bien que Monseigneur Benini avait réussi plus d'une fois à éventer et à entraver certaines de ses manœuvres. Il commença donc à exercer des pressions auprès de la secrétairerie d'État afin que ce personnage important fût éliminé. Donc c'est Briand qui exerce des pressions pour qu'on élimine Benini. À cette époque, il faut aussi noter l'opposition qui s'était élevée entre Monseigneur Benini et le cardinal Gaspari, et qui dura tant qu'ils vécurent. De toute façon, le 7 mars 1911, Monseigneur Benini abandonna son poste aux affaires ecclésiastiques extraordinaires. Eugenio Pacelli, alors Monseigneur, futur Pie XII, lui succédant le même jour. Pardon. Donc Eugenio Pacelli lui succéda le même jour que Monseigneur Benini quitte la secrétaire avec des honneurs ou le relève du fait que Pie X créa pour lui un poste de 8e protonotaire apostolique participant, alors que l'illustre collège n'avait jamais eu plus de 7 membres. Donc d'où Benini part, mais avec les honneurs. À partir de ce moment, Monseigneur Benini, libre des liens de sa charge, va se vouer avec toute son énergie à ces différents organismes pour continuer la lutte qu'il avait engagée contre toutes les sortes de modernisme, ouverts ou cachés. Et cette lutte était devenue presque un besoin de sa nature combative. Et c'est vrai qu'il n'échappa pas toujours
au danger des excès et des exagérations, comme on l'avait vu pour l'Aris Cosa. Il eut aussi d'autres difficultés. Le secrétaire même du Sodalitium Pianum, hélas, le père Verdesi, sortit publiquement de l'Église catholique le 3 avril 1911 et passa chez les méthodistes. Surprise. À la suite de cela, il y eut le procès Bricarelli-Verdesi, qui se termina avec la condamnation de ce dernier, qui s'était pourtant soustrait à toute action judiciaire en s'enfuyant en Suisse. En juin 1911, la secrétaire d'État se vit obligée, dans une dépêche au nonce apostolique de Bavière, Monseigneur Fruwirt, après des récriminations répétées, de déplorer la publicité exagérée de la correspondance de Rome en ne la déclarant ni officielle ni officieuse, ainsi que beaucoup le pensaient d'après la position de l'éditeur. Le 5 juillet 1911, Monseigneur Benini reçut du pape la première lettre autographe de louange pour le Sodalitium Pianum et son activité. L'année suivante, en janvier 1912, il mit sur pied une Agenzia Internazionale Roma, AIR, ayant une organisation à part, mais liée d'une certaine façon au Sodalitium Pianum. Et l'Osservatore Romano, du 3 mars, publia une brève note du cardinal Méry del Val, secrétaire d'État, adressée à l'évêque d'Augusta, dans laquelle il déclara que l'attaque dirigée par la Kölnische Zeitung, qui était l'organe du mouvement social interconfessionnel, contre les informations de Monseigneur Benini était injustifiée. Donc ce sont toutes les difficultés que Benini va avoir à affronter. Le 8 juillet 1912, Pie X adresse une seconde lettre autographe de louange au Sodalitium Pianum. Il y eut aussi, au cours de cette année, un échange de lettres entre Benini et le secrétaire de la Sacrée Congrégation consistoriale, le cardinal Delay, autour de l'approbation canonique du Sodalitium Pianum. Début 1913, Monseigneur Benini se vit contraint de suspendre momentanément sa correspondance de Rome, mais peu après réapparut sous le titre Correspondenza Romana. Et puis, peu avant la mort de Pie X, le Sodalitium Pianum reçut une troisième lettre autographe officielle. Alors, dès la mort du pape Saint Pie X, Benini s'empressa de déclarer le Sodalitium Pianum dissous, prêt cependant à recommencer si on jugeait son activité inopportune. En fait, en 1915, il y eut une deuxième phase de correspondance entre Benini et le cardinal Delay au sujet de la même société. Mais la guerre de 14-18 va changer totalement les choses et les difficultés de communication, se prolongeant pendant des années, vont rendre pratiquement inefficace l'organisation de Monseigneur Benini, qui n'avait cependant jamais cessé entièrement. En 1920, Monseigneur Benini publia les leçons qu'il avait données à l'Académie des nobles ecclésiastiques sous le titre « Manuel du style diplomatique », spécialement à l'usage du service ecclésiastique. Alors, il va de soi que son activité de professeur, d'écrivain, de journaliste n'avait jamais cessé. À cause de sa mauvaise santé,
il se transféra dans les quartiers plus élevés de Rome, où il logeait dans un petit appartement de 4 pièces. En 1921 eut lieu la fameuse publication d'un dossier du Sodalitium Pianum confisqué à Gand et qui fut la cause de violentes attaques contre Monseigneur Benini et la cause de l'intervention du cardinal Sbarretti, préfet de la Sacrée Congrégation du Concile. Et il s'ensuivit, en date du 25 novembre 1921, la dissolution définitive du Sodalitium Pianum, donc sous Pie XI. Monseigneur Benini, malgré cela, ne cessa pas de travailler pour la bonne cause, parce qu'il était convaincu. Et à partir de 1923, il va diriger la publication des feuilles du CVDS, c'est-à-dire du Comité Veritas de documentation sociale. Et il va continuer à préparer les volumes ultérieurs de son livre « Histoire sociale de l'Église », dont il publia le dernier volume, comme on l'a vu tout à l'heure, en 1933, un an avant sa mort. En 1928, de nouvelles attaques avaient donné l'occasion à Monseigneur Benini de présenter au futur cardinal Rossi, alors substitut de la consistoriale, un nouveau pli, le priant de l'insérer dans le dossier déjà existant auprès de la dite Sacrée Congrégation concernant le Sodalitium Pianum. Et la mort surprit Monseigneur Benini le 26 février 1934 à l'âge de 72 ans, 72 années qui furent remplies de lutte. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.